RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, le débat du jour ce matin avec Constantin de Vergennes. Bonjour. Bonjour. Journaliste à l'hebdomadaire France Catholique qui fête d'ailleurs ses 100 ans. On aura l'occasion d'en parler. Carole Sabat, bonjour. Bonjour. Avocat porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Et avec vous ce matin, on va parler de plusieurs sujets. Louis Dauphren, alors par quoi voulez-vous commencer, Louis ? Écoutez, ce qui se passe dans l'église anglicane est quand même révélateur d'un certain climat, et donc on en parlera forcément parce qu'il y a des échos dans le monde, hein. Tout ce qui se passe ailleurs ne nous est pas étranger, et l'église anglicane qui est exposée donc à la démission de Justine Welby, ça a des répercussions. On va essayer d'analyser cela, sachant qu'il y a des scandales qui touchent l'église anglicane. Voilà, ça sera l'un de nos sujets. Mais c'est vrai, vous avez dit le 100e anniversaire de France catholique 1924. Quel est le point commun qu'il y a entre 1924 et 2024? Comment peut-on parler à plusieurs générations à travers des époques différentes? Quelle est la ligne aujourd'hui que l'on doit adopter dans une époque sécularisée? Quel discours tenir dans la presse catholique? Ça sera une question que l'on posera également. Et puis on se demandera aussi si le pape François va en Corse, ce que cela signifie par rapport à la réouverture de Notre-Dame, à laquelle il n'assistera pas, autrement que par la prière et la pensée, bien sûr. Évidemment, à tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. On attend vos questions, vos réactions, vos remarques. Bienvenue, c'est le débat du jour. Et donc le chef spirituel des Anglicans, Justine Welby, a annoncé hier sa démission, quelques jours après la publication d'un rapport accusant l'Église d'Angleterre d'avoir étouffé un scandale d'agression physique et sexuelle commise par un avocat lié à l'institution religieuse, qui est âgé de 68 ans. Ça, c'est l'archevêque de Canterbury qui a donc quitté ses fonctions, et le rapport parle d'un certain John Smith. Et les faits remontent aux années 70 et milieu des années 2010. C'est une amplitude importante. Et donc le rapport fait la lumière sur les agissements de cet avocat. Et par effet de conséquence, Justine Welby estime qu'il ne pouvait pas se maintenir. On peut estimer que ça arrive tard ou tôt par rapport à la publication. Je ne sais pas comment il faut prévoir les choses, parce que les faits remontent à un certain temps quand même. Comment appréciez-vous, vous, en particulier Carole Sabat, qui avait des responsabilités de porte-parole de l'Église orthodoxe en France, comment voyez-vous cette affaire ? Je pense que toutes les églises aujourd'hui ne sont pas épargnées, donc aucune des églises n'est épargnée de ces types de situations qui révèlent quelque part un mode de gouvernance qui n'est pas, pour le moins qu'on puisse dire, transparent. En fait, la question de la transparence est une question tout simplement de pas seulement, je dirais, de montrer ce qui se passe à l'intérieur, mais d'être, je dirais, sur les questions essentielles, les questions en fait qui peuvent concerner l'intégrité des personnes, d'avoir en fait un processus clair, je dirais, d'identification des risques et de la dénonciation. Donc ça sonne un peu la fin d'une époque quelque part, parce que bon, toutes les églises ont été un peu touchées par ces abus sexuels. Il faut dire que c'est le numéro 2 quand même en fait de l'église anglicane, le numéro 1 étant Charles III, le roi lui-même. C'est pas un personnage qui n'est pas connu, au contraire, il a présidé aux obsèques d'Élisabeth II, il a présidé au couronnement de Charles III, donc ça éclabousse un peu, je dirais, un peu la royauté aussi en Angleterre, d'avoir une personne qui, 13 ans après, en fait, 11 ans après, parce qu'en 2013, en fait, et la personne en question, l'avocat en question, est mort en 2018, donc il est mort sans qu'il y ait une possibilité éventuellement de procédure judiciaire. Par contre, en fait, ce que je trouve un peu bizarre et un peu ambigu, c'est que ça dit pourquoi il y a eu des dissimulations, mais on ne dit pas le pourquoi ces dissimulations ont eu lieu. C'est-à-dire, il dit quelque part, je ne peux pas continuer, en fait, je n'ai pas fait pour ne pas... Mais il faut voir, en fait, la réalité par derrière. Pourquoi, en fait, est-ce que cette personne-là, cet avocat, avait une influence? Quel type d'influence il avait? Est-ce qu'il pouvait, justement, à travers cette influence, parce qu'il avait des dossiers où il avait éventuellement faire chanter éventuellement la hiérarchie, je dirais, anglicane en tant que telle, et Welby en tant que telle, parce que c'est une personne qui, tant au niveau œcuménique qu'au niveau, je dirais, anglican, est une personne qui est respectable, qui avait en fait un certain crédit en tant qu'archevêque de Canterbury. Donc c'est pas rien. Et donc la question, c'est comment, en fait, le pourquoi, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on sait qu'il peut pas continuer, mais est-ce qu'il a des responsabilités personnelles? Une chose, c'est de dire j'ai pas réussi à mettre en place en fait les procédures pour éviter d'étouffer ce genre d'affaires. Autre chose, c'est d'expliquer pourquoi il l'a pas fait.
Il a affirmé qu'à l'époque où il avait été informé, donc en 2013, ce que vous avez dit, Carole, on lui avait dit que la police était prévenue. J'ai cru à tort qu'une solution appropriée suivrait, s'est-il justifié, mais c'est vrai, sans apporter les détails d'explication que vous soulignez, Carole Sabat. Constantin de Vergennes. Je pense que c'est le point que vous venez de souligner qui est particulièrement important. C'est vraiment une crise de l'autorité, et vraiment ce dont il est accusé, c'est d'avoir, c'est comme ça que la presse l'a présenté, d'avoir camouflé ou, à défaut, de ne pas avoir transmis toutes les informations. La tentation est grande quand il y a ce genre d'affaires qui éclatent. Peut-être de tout de suite partir dans l'interrogation, est-ce que c'est le mot qu'on avait employé dans la foulée du rapport de la SIAZ, et qui a provoqué des débats d'ailleurs, est-ce que c'est systémique? Est-ce que cette affaire est révélateur de l'état de l'Église anglicane entière? Je pense que la question, pour l'instant, avec les informations qu'on a, c'est la responsabilité personnelle de Justin Welby et de ce qu'il savait, de ce qu'il ne savait pas. Il a ajouté dans son déclaration et institutionnelle. J'engage ma responsabilité personnelle et institutionnelle. Donc en fait, il y a les deux. Ça ressemble aussi un peu à ce que le CEF, à un moment donné, quand il a endossé quelque part la responsabilité La conférence des évêques de France. La conférence des évêques de France a endossé la responsabilité en tant que responsabilité institutionnelle. Alors ça, effectivement, il faudra voir par la suite l'étendue de la véracité, effectivement, de cette mise en cause. Ce qui est intéressant, c'est que dans le portrait, l'article qu'a fait Pierre Jova dans La Vie, parce que La Vie a fait sa une, voilà, sur Justin Welby quelques jours avant qu'il annonce sa démission. La Vie a eu le nez creux. Voilà, en tout cas, il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer, mais Pierre Jova raconte que lorsqu'il posait des questions à l'archevêque sur ces sujets-là, il était un peu fuyant. Et ses collaborateurs disaient que c'était un peu son jardin secret. Je crois que c'est l'expression que j'ai lue. Sous-entendu, il y avait manifestement quelque chose de trouble. Ce qui indique, à mon avis, encore une fois, que c'est un problème d'autorité, et que s'il s'estime coupable d'avoir camouflé des faits, la moindre des choses, effectivement, c'est de présenter sa démission. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, Constantin de Vergennes, sur cette histoire, dans la mesure où ce qu'a dit Carole Sabat, on n'a pas d'explication. Quelle est la bonne attitude, en fait, d'une institution religieuse par rapport à ce type de fait? Est-ce que c'est de déballer, de dire, de jouer la transparence, de parler médiatiquement? Est-ce que c'est éventuellement de parler à des médias chrétiens qui pourraient enquêter sur le sujet, ou qui pourraient solliciter les religieux pour des interviews? Je dis ça parce que France Catholique a plutôt été, sur la question des abus sexuels et le rapport de la SIAZ, plutôt discret. C'est pas un magazine qui a fait beaucoup de publicité à cette question-là. C'est le chemin de fer historique de France catholique, de ne pas parler en fait des problèmes intérieurs de l'Église. Alors, c'est pas une question, sans passer à l'autre sujet tout de suite, mais c'est un cas pratique intéressant. On y reviendra effectivement sur ce point précis. D'abord, la première chose, c'est quand il faut parler, quand on a vent de comportements délictuels, il faut en informer les autorités. Déjà, si à l'époque, si les accusations portées contre Justin Welby sont vraies, si à l'époque il avait fait ce qu'il avait à faire, à savoir prévenir comme il se doit la police, alors il dit qu'apparemment la police était prévenue, si en tout cas les choses avaient été faites, déjà on n'en serait pas là aujourd'hui. Ensuite, une fois que le scandale éclate, je pense déjà qu'il faut pas cacher, il faut pas mentir. Ça paraît un peu évident, mais parfois il faut le rappeler. Et puis il faut faire confiance aux différentes institutions, qu'elles soient civiles ou canoniques. Faire confiance aux institutions, on a vu que ça n'avait pas marché dans le cas de la SIAZ. Lorsque Monseigneur de Moulin-Beaufort parle de systémie, c'est parce qu'il dit aussi que les institutions ont failli. Mais oui, mais je pense que dans cette affaire-là, il y a aussi quelque chose de la responsabilité personnelle, et peut-être d'une culture à l'époque où on préférait déplacer plutôt que dénoncer. Je pense que c'est un état d'esprit qui a changé. Alors il faut voir si maintenant les affaires vont continuer une fois que l'état d'esprit a changé. Je n'en suis pas sûr. Après, mais ça on en reviendra peut-être, il y a aussi une question plus profondément de crise de la foi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a permis cet état d'esprit. Ça c'est encore un autre sujet. Et l'idée que
parce que c'est aussi une culture qui peut être présente. Le fait qu'en parler, ça ajoute au scandale. C'est-à-dire, il y a la dimension du scandale. Ici, en l'espèce, c'est de s'en être pris à 130 garçons et jeunes hommes. Mais le fait d'en parler, c'est ajouté au scandale, un scandale public. Peut-être que pour les victimes, c'est aussi un moyen de consolation. Voilà, de... mais c'est la notion des victimes aussi, de la parole des victimes. Il y a aussi la question, ça c'est purement, vraiment purement journalistique, il y a la question de, alors j'aime pas beaucoup ce terme de valeur ajoutée parce que ça fait un peu mercantile, mais quel regard on apporte. Quand l'information est sortie partout, très concrètement dans la presse quotidienne, sur toutes les chaînes de télévision, quand on est, puisqu'on parle de France catholique, quand on est un hebdomadaire avec très concrètement une partie actualité qui fait un peu moins d'une dizaine de pages, dans quelle mesure est-ce qu'il faut revenir répéter sur une information qui a été déjà dite pendant toute une semaine. Mais en revanche, il faut revenir dessus de manière approfondie et typiquement la question des abus sexuels dans l'Église. On a eu plusieurs évêques qu'on a interviewés ces dernières années depuis la publication du rapport de la SIAZ. À chaque fois, la question était posée pour savoir quel regard il posait sur cette crise et quelle solution il proposait. Dans l'Église orthodoxe, Caroline Sabat, quelles sont les procédures que vous avez mises en place pour que quand survient ce type d'information qui arrive à l'oreille des hautes instances, puisque là on dit que les hautes instances de l'Église d'Angleterre auraient pu diligenter une véritable enquête, auraient pu traduire en justice la personne qui donc est décédée en 2018. Est-ce que vous avez des garde-fous différents ? Les garde-fous, je pense que toutes les églises ont fait face à ce type de problématique. Parce que l'église, en tant que telle, avait son propre code pénal, d'une certaine manière, ses propres procédures d'enquête interne, ses propres, je dirais, principes en termes de comment enquêter, comment en fait... je n'aime pas utiliser ce terme, mais en fait, c'est le terme un peu, comme dit le Seigneur, moi, j'aime le pécheur, mais je déteste le péché. Donc, quelque part, il y a toujours cette possibilité de revenir, je dirais, sur un acte qui peut paraître délictuel dans le monde, mais qui, dans le cadre de l'Église, peut faire partie de ces procédures internes. Donc, il y avait... Petit à petit, s'est installé une sorte un peu d'omerta, et donc à travers laquelle tout un système s'est mis en place pour justement couvrir ce genre de situation où, parfois par ignorance, ne pas leur donner leur véritable dimension délictuelle en tant que telle. Mais c'est pour ça que toutes les églises, à mon avis, quel que soit en fait le type de gouvernance, comme par exemple l'Église de France, qui, je dirais, c'est une église qui est bien organisée, qui est institutionnelle, qui a en fait des procédures internes qui sont claires, visibles, et on voit comment en fait elle a dû faire face à une crise d'une grande ampleur. C'est qu'à mon avis, on n'a pas pris conscience de l'importance et peut-être de la dimension de ce type de comportement qui peuvent justement ébranler en fait la gouvernance de toute une église, de tout un diocèse. Et donc c'est cette façon aussi, cette double attitude à la fois du repentir en fait qui est possible à l'intérieur de l'église et de la nécessité de faire des enquêtes internes, mais de ne pas faire mêler un peu l'extérieur. Et puis il y a aussi le côté médiatique aussi. L'église n'était pas traitée comme une institution comme une autre. Dans le monde médiatique, je dirais moderne ou postmoderne. Aujourd'hui, avec MeToo, avec un ensemble, je dirais, de déplacement des valeurs, je dirais, on a un traitement médiatique qui veut considérer l'Église comme étant une institution comme une autre. Et donc là, ce qu'on appelle les médias d'enquête, en fait, se spécialisent un peu plus, je dirais, pour comprendre un peu les mécanismes internes de l'Église et dénoncer quand il faut. Alors, la problématique, à mon avis, c'est de tracer la différence entre les faits délictuels qui sont, parce que le principe du droit pénal, c'est un principe, je dirais, de responsabilité personnelle. On ne peut pas dire, en fait, même si aujourd'hui, en droit français, par exemple, on peut mettre en jeu la responsabilité pénale d'une personne morale, en tant que telle, s'il y a des faits délictuels dans le cadre d'une entreprise. Mais quand, s'agissant d'actes délictueux, en fait, d'abus sexuels ou autres, il y a une responsabilité de la personne qui agit. Après, il y a la responsabilité de l'institution ou de son évêque en tant que tel, qui est la responsabilité. C'est là où la responsabilité systémique intervient, d'avoir prévenu ce genre de situation ou dénoncer au moment venu en fait ce genre de situation. Et c'est là où la responsabilité institutionnelle de l'Église, mais encore une fois, pas de l'ensemble de l'Église, de celui à qui rapporte en fait la personne qui a commis les faits délictuels, c'est-à-dire le diocèse en tant que tel. Après, en fait, si ça peut remonter... À partir du moment où on sait. Justement, l'épisode, je dis le dossier de l'abbé Pierre, là aussi, on n'arrive pas à savoir où placer en fait le curseur.
À quel niveau? Et donc, la problématique Mais aujourd'hui... l'institution avait réagi en l'espèce pour l'abbé Pierre. Tout à fait. Elle est vaccinée aujourd'hui. Mais pas médiatiquement parlant. Elle a réagi récemment, je veux dire, alors Oui, mais qu'elle même à l'époque, connaissait en l'envoyant en Suisse, etc. Oui, Vous voyez, c'est oui. une forme de réaction. C'est-à-dire, est-ce que Mais l'exposition médiatique est forcément une réaction? Mais interne, en fait. C'était un traitement interne, en fait, qui n'a pas prévenu la poursuite, en fait, des faits délictueux en tant que tel. Qui a été à un moment précis et qui ne s'est pas poursuivi aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que l'efficacité passe nécessairement par l'exposition médiatique? Non, pas forcément. Justement, Ça peut être le l'exposition contraire de médiatique, c'est pour ça, moi, en tant qu'avocat, je dis, en fait, il y a ce qu'on appelle le temps médiatique et il y a le temps judiciaire. Le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps médiatique. C'est pour ça, dans le temps médiatique, on s'emballe. Ça, c'est le principe de base, je dis, temps médiatique. On s'emballe, on prend, en fait, les faits qui deviennent un peu des acquis, je dirais, dans l'inconscient et dans le conscient, en fait, des personnes qui écoutent. Alors que la réalité, c'est qu'il y a des présumés coupables, il y a des présumés innocents, il y a, en fait, des procédures à mettre en place, il y a un principe de contradictoire, un principe de droit de la défense. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à cette question, faire des tonnes, en fait, des papiers sur la question, alors que la question de base, en fait, dans l'affaire Wilby, mais pourquoi il l'a fait? Et le pourquoi il l'a fait sera très révélateur après de sa responsabilité personnelle et éventuellement de la responsabilité Pourquoi il l'a fait, institutionnelle c'est de pourquoi l'Église. il a agi ainsi. C'est-à-dire pourquoi il a camouflé, pourquoi il a dissimulé. S'il l'a fait, c'est que peut-être il était sous pression. Donc s'il était sous pression, ça veut dire en fait qu'il devait quelque chose à ce monsieur et que ce monsieur était influent à l'intérieur de l'Église et qui d'autres que lui peuvent être mis en cause. Pas seulement lui, peut-être que lui, dans une attitude un peu christique tardive, il prend sur lui un peu l'ensemble des péchés de l'Église anglicane, mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y a d'autres complices aussi et forcément, il peut y avoir. Constantin Vergène. Oui, je partage ce que vous venez de dire. Simplement, c'est intéressant. Vous dites la responsabilité institutionnelle de l'Église, mais pas de toute l'Église non plus. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire pas de toute l'Église, c'est-à-dire tous les baptisés, ou si c'est pas de toute l'institution. Non, je parle. Oui. Toutes les l'église anglicane. Je parle de l'église anglicane et de l'institution en tant que telle, oui. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi la question derrière la responsabilité institutionnelle. C'est quand on accuse une responsabilité institutionnelle, il faut vraiment pouvoir l'argumenter et montrer à quel point c'est une culture des directives qui était passée, ou si ça ne relevait effectivement que des intérêts individuels ou que des volontés propres. C'est manifestement une question complexe. Je ne pense pas que c'est en 2, 3, 5 ans que ça peut se résoudre. Et puis, d'ici là, surtout la question qu'il faut se poser, c'est que faire pour que ça change et quels éléments, positifs, édifiants à mettre en avant pour tous les fidèles, notamment pour qu'ils gardent la foi et l'espérance. Évidemment, c'est le nombre de cas qui se multiplient qui permet de postuler qu'il y a une question systémique et qu'il y a un dysfonctionnement général. Oui. Le nombre entre quand même en ligne de compte. Carole Sabat. En un mot. Oui, en un mot, en fait, un élément à ajouter, c'est que c'est un laïc qui est en fait responsable, et c'est l'Église qui est pleinement éclaboussée. En fait, on ne parle que de l'Église, on parle en fait que de celui qui l'a couvert. Alors que c'est un laïc en fait qui est responsable de ces méfaits. J'espère que cette décision montre clairement à quel point l'Église d'Angleterre comprend sérieusement la nécessité d'un changement et notre profond engagement à créer une Église plus sûre. En quittant mes fonctions, je le fais avec tristesse, avec toutes les victimes et les survivants d'abus, a donc exprimé Justin Welby, qui a donc démissionné. Constantin Vergène, Carole Sabat, le débat du jour se poursuit juste après une courte pause pour les informations. Constantin de Vergène, journaliste à l'hebdomadaire France Catholique, est avec nous, ainsi que Carole Sabat, avocat porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Au cœur des turpitudes françaises, France Catholique, 100e anniversaire, en 1924. C'était le cartel des gauches à l'époque, avec les élections de mai 1924 qui donnaient la majorité donc à une alliance entre le Parti radical et la SFIO qui entend revenir à une application stricte des lois laïques. On a un peu fait le yo-yo depuis les lois de séparation au début du XXe siècle. France Catholique est née de la mobilisation du général de Castelnau et de la Fédération nationale catholique qui a enfanté en fait un journal à partir, Constantin de Vergène, de 1932. Les choses se sont davantage formalisées. Voilà, c'est ça. Au début, c'était le bulletin hebdomadaire de la Fédération nationale catholique, et puis peu à peu, ça s'est transformé en France catholique, tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Et aujourd'hui, 100 ans. Alors, Voilà. qu'est-ce qui a changé en 100 ans? En fait, ce qui a changé, c'est que finalement, rien n'a changé et que tout reste, tout reste le même. L'homme est toujours le même. Voilà. Dans le numéro spécial 100 ans que nous avons publié, nous passons en revue les différents combats de France catholique à travers ce siècle. Le combat pour la France, pour la vie, pour l'éducation. Et voilà, vraiment, ce qu'on peut constater, c'est que rien n'a vraiment changé. D'ailleurs, on parsème un peu ces articles d'archives des grandes signatures qu'il y a eu dans France catholique. Globalement, les propos qui signaient il y a 50, 60 ans sont des propos qu'on peut signer encore aujourd'hui. L'une des grandes idées du général de Castelnau, c'était qu'il fallait refaire chrétienne la France. Finalement, c'est toujours un peu le point de vue qu'adopte France catholique chaque semaine. Et alors, aujourd'hui, il y a une équipe d'une dizaine de journalistes. Hein. Voilà. Il y a combien d'abonnés? Qu'est-ce que ça représente en termes de rayonnement, d'influence? Comment vous évaluez cela? C'est aujourd'hui lié au groupe Bolloré. Comment... Voilà, exactement, depuis 2018. Aujourd'hui, on a environ 10 000 abonnés, mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a vraiment une excellente dynamique, puisqu'on ne cesse de gagner des abonnés. Voilà, donc on en est extrêmement fiers. Aussi, on essaie de rester humble, parce que dans la presse, ça peut aller vite. Voilà, ce qui est formidable, c'est qu'on a d'excellents retours d'abonnés. Et la question de l'influence, alors déjà au-delà du fait que c'est sans doute lu par les évêques, par exemple, par les décisionnaires de l'Église, on a énormément de témoignages de lecteurs qui nous disent qu'ils utilisent le journal, notamment pour les cours de catéchisme, pour eux-mêmes, pour forger leur foi. Donc ça, c'est extrêmement touchant pour nous de voir que le modeste travail que nous fournissons chaque semaine sert à fortifier, à transmettre. Voilà. 100 ans, donner des racines au futur, hein, c'est le numéro 3877 qui sort donc cette semaine. Donner des racines au futur. Je me demandais, Carole Sabat, si ça correspondait pas non plus quand même pas mal à l'éthique de l'orthodoxie, cette forme de permanence dans le temps que l'on veut conserver à travers un enseignement et une forme de fidélité. Tout à fait, fidélité en fait à la tradition apostolique, ça définit toute l'orthodoxie là-dessus. Du moins en fait c'est ce qu'on dit, que nous sommes fidèles à la tradition apostolique avec ses hauts et ses bas. Mais cette fidélité est une notion qui est très très importante, je dirais, pour l'Église, pour son témoignage dans le monde, parce que c'est à la fois l'enracinement, mais en même temps la projection. Et la difficulté, c'est lorsqu'on vit dans le foyer du souvenir, en fait, d'une certaine manière, lorsqu'on se réfugie à la dimension mémoriale, si le terme est permis. Moi, je dis que appuyer trop sur la mémoire, en fait, sur la dimension mémoriale, est-ce que ça veut dire qu'on manque d'avenir quelque part? Et par exemple, dans le cas de France catholique, c'est vrai que à la base était positionné par rapport au cartel de gauche. Donc il y avait une vraie position contre à la fois les lois anticléricales qui commençaient en fait à poindre pendant cette période-là. Après la période de 1905, qui était plus ou moins une période, je dirais, de consensus, d'apaisement et de compromis, je dirais, un peu entre la France catholique et la France révolutionnaire. Entre les deux France. Entre les deux France, il y a eu ce positionnement contre cette conception de la laïcité un peu radicale qui voulait se poindre de nouveau, les lois anticléricales, et c'était l'idée de défendre les libertés religieuses et les valeurs. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on est toujours aujourd'hui dans cette situation, malgré le fait qu'il y a 100 ans en fait, qui sont passés? Bien sûr, France catholique, après a connu, je dirais, après le général Castelnau, il y a eu des grandes personnalités, comme le grand Daniel Robs, en fait, qui est spécialiste de Saint-Paul. Il y a eu d'autres, Gustave Thibon, Louis Boyer aussi, qui étaient très connus, en fait, qui ont pris le flambeau et qui ont essayé de faire migrer, je dirais, France catholique de ce positionnement contre vers un positionnement pour à l'intérieur de la société, c'est-à-dire la contribution du chrétien à l'intérieur de la société. Il y a eu, dans les années 80, une crise identitaire de France catholique, et c'est la reprise en 2018 qui tombe aussi dans le cadre d'une crise aussi identitaire de l'Église de France, ou des églises par rapport, je dirais, à ces mutations qu'on est en train de vivre, et que c'est pour ça que
mêmes questions qui se sont posées, je veux dire, au début du positionnement de France catholique se repose aujourd'hui. Mais la vraie question et le vrai challenge et le vrai enjeu, c'est comment sortir de cette oscillation entre aujourd'hui progressisme et conservatisme, entre identitaires et ceux qui veulent annihiler complètement l'identité. Ça, c'est le vrai enjeu aujourd'hui. Constantin de Vergennes. Oui, pardon, je pense que c'est une présentation peut-être un peu réductrice. Je dis ça parce que pour préparer ce numéro, on s'est toute l'équipe beaucoup plongée dans les archives. On a la chance d'avoir... J'ai pas eu en main. Écoutez, n'hésitez pas à venir à la rédaction si vous voulez consulter, parce qu'on a la chance d'avoir... L'invitation est donnée. Voilà. Non, mais on a la chance d'avoir un siècle d'archives à la rédaction. Donc on a vraiment pu se plonger dedans. Je pense pas qu'on puisse dire qu'au début, France catholique, c'était contre, et à partir des années 80, c'est devenu contre et pour. Effectivement, dans les premières années de France catholique, c'était extrêmement hostile contre le cartel des gauches, contre les lois anticléricales qui s'annonçaient. Mais dès le début également, il y avait des articles, très concrètement, qui parlaient de la nécessité de l'éducation chrétienne, qui parlaient de la beauté de la culture chrétienne, qui proposaient un regard chrétien sur l'actualité. Et donc je ne pense vraiment pas qu'on puisse dire que c'était simplement un bulletin. C'était pas mon propos. Voilà, d'accord. On est d'accord là-dessus. C'était pas mon propos. J'ai deux questions, Constantin. Comment France catholique se situait par rapport à la question de l'antisémitisme? On sait qu'un autre journal quotidien a été beaucoup travaillé dans son histoire par cette question-là. Et comment France catholique a traversé le concile? Alors oui, deux questions qui n'ont rien à voir, mais... D'abord, sur la question de l'antisémitisme, du racisme en général, on a l'occasion de répéter dans le journal, et là aussi on a vraiment enquêté sur le sujet, il n'y avait pas vraiment de doute, mais comme c'est une accusation qui revient de temps en temps, que Castelnau est vraiment un personnage absolument irréprochable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, France catholique qui avait continué à être publié en zone libre pendant l'occupation, eh bien Castelnau continue à fournir des éditos qui étaient assez hostiles à Vichy, et ces éditos étaient régulièrement caviardés, c'est-à-dire qui étaient censurés avant d'être diffusés. Ensuite, sur la question de l'antisémitisme, en fait, c'est la question des totalitarismes plus largement. On en parle aussi dans ce numéro centenaire. France catholique a été hostile au totalitarisme du XXe siècle. Le communisme, évidemment, le nazisme, évidemment, dès 1933, d'ailleurs en fustigeant les pacifistes qui, en France, ne voyaient pas le problème avec la montée du nazisme et le réarmement de l'Allemagne. Et même pour l'Italie, alors au début, Castelnau voyait d'un œil un peu intrigué cette société de l'ordre qui se mettait en place en Italie. Et puis, un jour, il raconte que lors d'un voyage en Italie, justement, il voit des jeunes qui marchent au pas. Et là, il dit c'est un embrigadement absolument terrible. C'est en 1936 qu'il dit ça. Et il dit, je préfère encore la situation en France, donc à l'époque du Front populaire, je préfère encore la situation en France que la situation en Italie. Donc vraiment, sur ce point de vue-là, France catholique est, honnêtement, je pense, irréprochable. Et pour ce qui est du Concile, vaste sujet. Vaste sujet. C'est assez intéressant. Pendant le Concile, c'est vraiment le reflet d'un état d'esprit général, à savoir un très fort engouement pour tout ce qui se passe. Je veux dire, quand on se remet, moi j'étais pas né, mais quand on se remet dans l'atmosphère de l'époque, voir autant d'évêques, autant de représentants de l'Église catholique converger à Rome, c'était un événement absolument extraordinaire. Et France catholique était très enjouée. On cite Jean Guiton, par exemple, qui disait que ce grand mouvement du Concile était formidable. Mais très rapidement, dans la foulée du Concile, toujours Jean Guiton, par exemple, qu'on cite dans un article, voit poindre un danger, un double danger, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Le premier danger qui était de rejeter l'élan objectif qu'on a pu constater pendant Vatican II. Et le second danger, peut-être plus grave encore, disait-il, était d'opposer l'Église, la nouvelle Église, on va dire, que certains voulaient voir naître de Vatican II, avec l'Église des siècles précédents, de faire en gros... La rupture. La rupture. Voilà, donc, mais est-ce que du point de vue... je donne la parole aussi à Carole. Oui. Est-ce que du point de vue de l'opposition intellectuelle, France catholique sollicitait de grandes plumes? Quand vous parlez de Jean Guiton, il écrivait dans France catholique? Oui, il écrivait dans France catholique. Oui, ce sont des choses qui ne se savent pas forcément beaucoup. On sait que le concile a été beaucoup fait dans la presse, en particulier
le journal Le Monde a eu beaucoup d'influence avec des plumes Bien sûr. restées célèbres. Ouais. Et j'allais dire en face, à part peut-être effectivement Jean Guiton et François Mauriac, peut-être aussi, des grandes plumes, peut-être qu'on le sait moins. Oui, Il y a bien un sûr. héritage de cette nature-là. Oui, avec des envoyés spéciaux. C'était marqué en énorme à l'époque sur la une, envoyé spécial à Rome, qui avait par exemple interviewé, c'est intéressant, on a interviewé le cardinal Ottaviani, qui par la suite était, c'est plutôt position, on va dire, a été représentant de la frange conservatrice de l'Église. Bon, je vais vraiment très très rapidement. Dans l'interview qu'il avait donnée à France Catholique à l'époque, voilà, pareil, il posait un regard vigilant sur le concile, mais en même temps joué. Et France Catholique se faisait cet écho. Je vais faire le lien avec un sujet qui n'a, on va se dire, rien à voir. On est le 13 novembre, les attentats du Bataclan, l'émergence d'une pluralité aussi religieuse en France. Quand on dit France catholique, on fait appel, mine de rien, à une figure peut-être du passé, parce qu'en 1924, même avec toutes les divisions qu'on a pu mentionner, ça ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui. Et je ne veux pas assimiler tel ou tel courant au terrorisme. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pluralité de références aujourd'hui qui fait qu'on ne se reconnaît pas forcément à travers les âges. Comment, Carole, ça va? Vous voyez cette notion même de France catholique, même pour un orthodoxe, Est-ce qu'il y a une forme de monopole, de préemption? Je pense que c'est un peu tout le défi de la France aujourd'hui, c'est-à-dire comment en même temps assumer ce qu'elle était, ce qu'elle est dans le passé, c'est-à-dire en fait le récit national, le récit ecclésial, je dirais, de la France, son identité profonde, je dirais les vraies caractéristiques de son identité, avec cette ouverture que Vatican II a essayé aussi vis-à-vis des autres, à l'égard des autres religions, intégrer, c'est-à-dire un nouveau visage de la France. Aujourd'hui, on oscille entre deux oppositions, c'est-à-dire en fait on veut la France de la diversité par opposition à la France judéo-chrétienne, parce que justement il y a eu de nouvelles populations, de nouvelles religions qui se sont greffées, et c'est tout le problème à mon avis de ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire dans le récit national. Et aujourd'hui on vit un peu une sorte de, on ne sait plus où sont les repères quelque part, à la fois les repères identitaires, parce que ceux qui parlent d'identité en fait de la France, on les taxe tout de suite d'extrême droite ou de droite extrême ou de patriotes ou d'autres termes, et ceux qui se projettent, je dirais, dans une version, je dirais, de la France un peu pluraliste et diverse, veulent renier. Donc on est dans une forme d'opposition. Mais moi, le vrai sujet, quand je vois un centenaire, ça permet toujours d'interroger les époques et de les comparer. France catholique, quand je disais en fait que ça s'est positionné contre, justement, elle voulait affirmer les valeurs chrétiennes par rapport à une forme d'inversion que les lois anticléricales et les lois laïcisantes radicales voulaient un peu imposer à la France. Mais c'était une opposition, c'est une réaction par rapport, je dirais, à une forme début d'inversion. Or, aujourd'hui, on vit une inversion normative totale. Et c'est là où, en fait, que nos églises... Là, ça a totalement changé en 100 ans. Complètement. On vit une forme d'inversion de l'inversion normative. Qu'est-ce que vous entendez par là, inversion normative? C'est un peu Chantal Delsol quand elle parle, en fait, de la fête de la chrétienté. C'est-à-dire, en fait, ces 16 siècles, je dirais, de valeurs judéo-chrétiennes qui, tout d'un coup, en fait, suite à un long processus, avec toutes les réformes sociétales, on vit une inversion de l'inversion normative. Rejetés, en fait. Sont rejetés, et on revient à ce qu'on appelle, en fait, les valeurs paganistes, néo-paganistes, quelque part, dans l'euthanasie, dans, en fait, le divorce, dans l'avortement, dans pas mal d'autres choses. Et c'est là où l'Église n'a pas pris conscience que ce qui était au début du siècle un début d'inversion, aujourd'hui, il y a une vraie rupture. Et donc, c'est l'enjeu, comment se positionner, non plus contre, mais quelle contribution on peut apporter au bien-être de la société. Là, on parle de France catholique. Est-ce que ça existe des hebdomadaires similaires dans d'autres pays? Est-ce qu'il existe Italie catholique? Je n'allais pas transcrire, mais je ne sais pas quand on en c'est une bonne question. Parce que cette fin de la chrétienté dont parle Chantal Delsol, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas du christianisme, de la chrétienté. C'est en fait de socle de valeur. Ouais. Et c'est pas spécifique à la France, dit-elle. Ah non, c'est un mouvement européen. C'est surtout. Et ce retour du paganisme, en fait. Oui. D'où la réaction populiste chrétienne, en fait, des Trump, de tout ce mouvement conservateur qui traverse le monde aujourd'hui. Pardon. C'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, sur cette, en citant Chantal Delsol et la fin de la chrétienté. La question de fond, et c'est un petit peu la question que vous posez au début, c'est quand le visage d'une population change et quand, en gros, une France qui était majoritairement catholique ne l'est plus aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours parler de France catholique? Dans le journal, notamment, on parle beaucoup des saints de l'Église, des saints depuis 2000 ans.
Et ce qui est très intéressant quand on a l'histoire longue de l'Église, c'est que ça apprend un peu à mettre en perspective. Vous parliez de l'importance d'être fier de la tradition apostolique, de cette figure tutélaire des apôtres. Quand on se souvient de ce qu'étaient les apôtres, ça permet de se rappeler que l'Église a commencé à 12 et qu'ils étaient en situation vraiment minoritaire. 12 mois qui ont été complétés après. Voilà. Quand on a le récit des martyrs des premiers siècles, pareil, on aurait pu leur dire à tous ces martyrs qui ont été jetés dans les cirques romains, qui ont été mis à mort, leur dire mais à quoi bon continuer à avoir la foi? Tout est perdu. Vous êtes dans une société qui est païenne ou hostile. Vous êtes tout seul à croire ce que vous croyez. Pourquoi vous continuez à croire? Ils ont continué à croire, et c'est la raison pour laquelle on croit encore aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là. Voilà, sinon on ne serait pas là. Saint Paul dit j'enseigne ce que j'ai reçu, je transmets ce que j'ai reçu. Et France catholique prend acte du fait qu'on a beaucoup reçu, et quand bien même aujourd'hui la société serait différente, de plus en plus indifférente aux idées chrétiennes, et c'est peut-être une raison supplémentaire pour leur transmettre avec d'autant plus de foi et d'affirmation. Très important, la transmission. C'est au cœur du sujet, quoi. Constantin de Vergennes, Carole Sabat, le débat du jour. Et on va parler de piété populaire à présent. Oui, finalement, on ne quitte pas trop notre sujet avec le pape François qui souhaite se rendre en Corse. Et des contacts diplomatiques sont en cours entre le Vatican et l'Élysée autour d'un projet de visite mi-décembre, dit-on. Mais en tout cas, ça sera plus pour Ajaccio que pour Notre-Dame de Paris. Et ça devrait se dérouler autour du 14 et 15 décembre, soit après donc, la réouverture de Notre-Dame de Paris, accueilli par Monseigneur François-Xavier Bustillo, 55 ans, très populaire et médiatique, évêque d'Ajaccio, qui est à l'origine de ce projet. Il y a un colloque, d'ailleurs, justement, parce que vous l'avez dit, c'est sur la piété populaire. On sait que le pape François y est sensible, et donc qu'il pourrait se rendre en Corse. La Corse est-elle un pays étranger ou un pays italien, italophone? Enfin, alors, je mets les pieds dans le plat, dans l'unicité de la République française, mais il paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit du côté d'ailleurs de France catholique, que ça n'était pas perçu forcément comme un voyage à l'étranger, Constantin. C'est ça qui est assez incroyable. Voilà, aller en Corse. La Corse, déjà géographiquement, c'est pas loin. En avion, c'est une petite heure d'avion. D'accord, oui, l'Allemagne n'est pas loin non plus. Non, l'Allemagne n'est pas loin non plus. Mais c'est vrai que la Corse, c'est pas loin de la Sardaigne, c'est pas loin des côtes italiennes, enfin pas loin. Donc oui, c'est un peu un voyage à domicile. C'est pas les États pontificaux. Non, c'est pas les États pontificaux. C'est un peu un voyage à domicile. Non, surtout je crois que ce qui a présidé à la décision du pape, c'est ce colloque sur la foi populaire. Si le colloque avait été sur n'importe quel autre sujet, je ne sais pas si ce serait déplacé. C'est vraiment un pape qui a une très très grande affection pour cet aspect populaire, cet aspect simple, mais simple pas dans le mauvais sens du terme, simple dans le sens profond et mémoriel. La piété populaire, c'est celle qui se transmet de génération en génération, qui vraiment embrasse toutes les classes, toutes les populations. Donc voilà, c'est tout à fait... ça serait pas étonnant si Rome officialisait la décision, parce que pour l'instant, c'est pas encore officialisé, donc le pape peut tout à fait... Le prochain, on espère. Il y a des tests, il y a des ballons en fait qui sortent comme ça, on fait dans la presse, justement pour tester comment l'accueil d'une telle visite se fera et son positionnement par rapport en fait à une visite par rapport à Notre-Dame. Mais ce que les hôtels sont déjà pleins. Absolument. Les auditeurs sont très disers sur la question. Globalement, ils défendent le point de vue du pape qui est de ne pas aller à Notre-Dame, en disant il n'y a aucune raison pour que le pape François vienne à une inauguration de Notre-Dame d'un point de vue du Vatican, et vu la ligne de conduite de François, il est en revanche plus à même de participer à un colloque dont il soutient le thème, nous dit Benoît. Quant à Pascal, lui, nous dit inutile de polémiquer. Notre pape âgé voyage trop pour son niveau de fatigue, laissons-le choisir ses voyages. Cela n'enlève rien à la fête de Notre-Dame. Globalement, les auditeurs soutiennent le choix du pape. François Francesco, c'est un peu un pape disruptif. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un peu le Trump, je dirais, de l'Église, mais il est disruptif, c'est-à-dire un peu les mondanités diplomatiques, des sommets internationaux, des rencontres à Notre-Dame où il y aura plein de chefs d'État, etc. Et sa casquette de chef d'État, c'est pas son truc. Par contre, en fait, il est dans une géopolitique avec des thèmes qui sont bien précis. Et c'est là que le colloque, en fait, sur la dévotion populaire, c'est son thème. Ça fait partie de la géopolitique, je dirais, de François. D'autant plus que, quelque part aussi,
il drague, je dirais, un peu les périphéries de la France, c'est-à-dire Marseille, Malte. Je veux dire, il a été un peu dans toutes ces métropoles, je dirais, du Sud, qui sont un peu la Méditerranée. C'est un peu son champ de bataille, quelque part, sur la question migratoire, sur la question, je dirais, de l'apport de la Mare Nostrum, en fait, à l'humanité d'aujourd'hui. Et donc, il préfère être beaucoup plus authentique et adresser aussi un message, je dirais, parce qu'en allant là-bas, c'est pas qu'une question, je dirais, de protocolaire ou diplomatique. En allant là-bas, il va sur une géopolitique en fait de thématiques qui le concernent directement, qui fait partie, je dirais, de ses messages et de sa transmission, mais aussi il adresse aussi au monde institutionnel et politique aussi des messages en disant que votre monde à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et d'un autre côté, ce que certains disent que le fait de ne pas venir, il ne veut pas voler la vedette à Notre-Dame aussi, parce que si le pape vient en fait à Notre-Dame, quelque part, ça... Alors oui, il y aurait deux écueils, donc s'il faut ouais, voilà. Voler la vedette, et puis deux, peut-être être un peu manipulé par le politique. Absolument, absolument. Et la question maintenant, est-ce que Macron, le président Macron, va l'accueillir comme il l'a accueilli à Marseille, il va aller à Ajaccio. Et donc ça, se greffe une question politique et protocolaire sur cette question-là. À mon avis, oui. Constantin de Vergennes. Et puis, ce qu'on dit aussi pour Notre-Dame de Paris, c'est que le pape n'avait pas franchement envie de se rendre à cette inauguration, cette réouverture de Notre-Dame, avec un Emmanuel Macron qui prendrait beaucoup de place, qui ferait peut-être un discours dans la cathédrale. On voit quand même très mal François être dans la nef, dans le cœur de Notre-Dame, avec Emmanuel Macron qui prononce un discours. Vous avez pris parti là-dessus à France Catholique? On a pris parti. Sur le fait que Emmanuel Macron doive ou ne doive pas parler pas à encore, l'intérieur. Pour ça, il faudra sans doute lire le prochain numéro. Christine Boutin a été catégorique ce matin. Juste sur ce point, parce que c'est important, François a eu une sainte horreur de la mondanité. Il le répète beaucoup à longueur de sermons. D'ailleurs, c'est vraiment les propos qui sont rapportés dans la presse généraliste. On peut comprendre, même si c'est quand même assez édifiant. Voilà, il ne supporte pas la mondanité. Et cette idée d'un Emmanuel Macron omniprésent, semble-t-il, à Rome, a hérissé les poils de François, qui préfère donc largement, on comprend bien, aller en Corse, où il y aura en plus là toute une... Enfin, je pense que ça va être absolument dément en termes de ferveur. À mon avis, populaire. c'est une erreur parce que la présence du pape François dans la réouverture de Notre-Dame aurait été une façon de réinvestir le lieu comme un lieu de culte et non pas un lieu de culture. Alors qu'en laissant la place aux politiques, ça devient, on le voit très bien avec les différentes questions qui sont autour de, à la fois les vitraux, les questions en fait qui se posent, est-ce qu'il faut mettre un droit d'entrée en fait à Notre-Dame ou pas? Toutes ces questions-là sont quelque part, c'est très bien, c'est génial. Moi, je vais participer le 8 sur France Télévisions avec les chefs des responsables de culte en France sur la réouverture de Notre-Dame. C'est un lieu magnifique, bien sûr, il a une dimension culturelle, mais il faut que la dimension culturelle prime sur la dimension culturelle. Sinon, on va glisser. La restauration était magnifique, la rénovation est magnifique, le travail qui a été fait est magnifique, mais à partir d'un certain moment, la venue du pape aurait permis peut-être de réinvestir le lieu comme un lieu de culte et non pas un lieu culturel. Et ça met sans doute d'autant plus de pression sur les épaules de l'archevêque de Paris, qui effectivement va devoir encore plus rappeler l'aspect éminemment culturel de l'édifice. La mondanité, cette maladie qui nous fait perdre la mémoire du baptême, prévient le pape François, cité dans l'édito de ce numéro du centenaire de France catholique, donner des racines au futur. Voilà, vous citez le pape François en première page. Oui, et puis chaque semaine, nous le citons dans la page d'actualité religieuse, puisque l'une des lignes directrices de France catholique, c'est la fidélité au pape. Donc c'est la raison pour laquelle, chaque semaine, un extrait d'Angélus est proposé aux lecteurs de France catholique. Comment interpréter, encore sur ce point du voyage éventuel en Corse du pape François, ce que représente aujourd'hui Monseigneur Bustillo, qui aujourd'hui est à la fois charismatique, médiatique, avec un sens relationnel. C'est l'homme du futur. Il a été fait cardinal par François, il est très proche du pape François, c'est l'autre Francesco dont on parle en Italie tout le temps, et puis il a une facilité, je dirais, de transmission et de dialogue avec son entourage qui est extraordinaire en fait, c'est à la fois un homme des médias sans être, je dirais, soumis au rapport de force des médias. Ce qui dégage quelque part, c'est un rapport de communion. Et je pense que peut-être le fait d'aller... Ce qui n'est pas facile à tenir. Hein. Non, ce qui n'est pas facile à tenir, mais c'est la vraie tension, je dirais, en fait, des médias chrétiens. C'est comment être authentiquement chrétien tout en étant dans des médias qui sont soumis à des rapports de force. Des rapports de force à la fois d'économie, d'audimat, etc. Et ça c'est le vrai enjeu, je dirais, comment à la fois
fois pour un porte-parole, pour un responsable de com dans l'Église, etc. C'est comment garder cette distance de ce que nous sommes et ce qu'on doit délivrer, être visible et lisible en même temps. De ce point Mais de vue, je il y a quand pense même une inégalité foncière entre les médias audiovisuels qui ont tendance à cannibaliser votre C'est vrai. image Ouais. et la presse écrite, pour le coup, qui quand même est un média du temps long, de la réflexion et qui ne vous nuit pas à ce point. Même si je pense qu'il est dans une position délicate, puisque comme toujours, dès qu'il y a une figure charismatique qui émerge, Oui. voilà, tout le monde se jette dessus. J'ai eu une interview de lui récemment dans la presse chrétienne. La dernière question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous avez conscience que vous êtes un pape habilé, un pape potentiel? Voilà, ça demande quand même une certaine force morale pour résister à tous ces appels, tous ces spots, toute cette lumière. D'ailleurs, il répond, il dit non mais ne me parlez pas de ça, je suis encore jeune, je ne veux pas avoir... Voilà, mais c'est sûr que maintenant, dans l'Église, quand on est une personnalité charismatique et que tous les médias se mettent un peu à vous courir après, il faut avoir les épaules solides. Merci beaucoup. Constantin de Vergennes, journaliste à l'hebdomadaire France Catholique, qui fête donc ses 100 ans. Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci beaucoup Louis Dauphren pour cette matinale et merci à Pierre-Henri Paget qui l'a réalisé.